Le bloc-notes de Raphaël Amselem. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et merci de nous rejoindre en direct comme chaque semaine. Vous êtes journaliste indépendant. Raphaël, la France accueille en ce début de semaine un sommet international sur l'intelligence artificielle. Dans une interview à France 2, Emmanuel Macron a annoncé des investissements en France de 109 milliards d'euros dans les prochaines années. D'autres annonces sont prévues d'ici quelques jours. Alors après l'annonce d'un accord de partenariat entre la France et les Émirats arabes unis qui avait été annoncé la semaine dernière, tout ça est de bon augure pour ne pas être dépassé dans la course internationale à l'IA? Oui, je crois que la France a très bien compris, par cette annonce en tout cas, en espérant qu'elle devienne pérenne et qu'elle s'inscrive dans un cadre global qui soit européen, qu'il y avait en la matière une lutte de puissance. Et que quand vous êtes dans une logique de puissance, il ne faut pas tomber dans les travers qui sont des travers à la fois français et européens, qui sont ceux de la régulation, mais d'être dans une logique d'attaque et d'investissement et qu'il soit massif. Parce que c'est ça la grande difficulté, mais qu'on a avec les technologies de façon générale en France et en Europe, c'est l'absence de recherche et d'investissement et qu'il soit surtout public. Donc il est assez heureux et bienvenu qu'on prenne la mesure des mesures qui doivent être prises pour rentrer dans cette bataille qui sera d'importance pour l'économie de demain. Emmanuel Macron a également tensé dans cette interview les grands patrons tentés par la délocalisation du fait des dernières hausses d'impôts prévues par le budget 2025. Soyez patriote vous-même, a lancé le président de la République. C'est un appel au patronat bienvenu selon vous, Raphaël? Écoutez, pour mériter le patriotisme des patrons au sens large, il faut le mériter. Ce que j'entends par là, c'est que certes, depuis 2017, il y a eu une politique très claire de l'offre, c'est-à-dire une politique favorable aux entreprises, mais malgré les baisses d'impôts qui ont été décidées depuis un peu plus de 7 ans, nous restons le pays le plus fiscalisé de l'OCDE. Donc quand Emmanuel Macron fait ce genre d'appel comme si les mesures qui avaient été adoptées ces 7 dernières années avaient été exceptionnelles, il faut revenir à une réalité plus concrète. Nous restons le pays le plus fiscalisé de l'OCDE. Même s'il a considéré hier que les appels à taxer les entreprises étaient une erreur. Oui, mais ça c'est parce qu'il a perdu la majorité et que s'il était resté en place, il aurait préféré continuer dans cette politique de l'offre. Mais le fait est que, malgré ces déclarations et ces propositions de principe, la réalité concrète est que nous sommes toujours le pays le plus taxé de l'OCDE, même si on ne considère pas les hausses d'impôts qui ont été votées pour le budget 2025. Donc c'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose qui, vous voyez, cette position de soyez redevables envers ma personne et mon gouvernement qui avons tant fait pour les entreprises. Oui, il y a des choses qui ont été faites. Ça, c'est indéniable. Maintenant, mais le bilan, ce que vous nous dites, Raphaël, c'est que le bilan d'Emmanuel Macron dans le cadre de l'application de sa politique de l'offre est à relativiser? Oui, il est absolument à relativiser. C'est-à-dire que les baisses d'impôts n'ont pas été si massives que ça et elles n'ont pas été financées. C'est bien le sujet dans lequel nous sommes aujourd'hui. Une partie des 6% de déficit qui ont été trouvés pour le budget de l'année dernière, c'est le résultat concret d'une politique de l'offre qui n'a pas été financée. Donc oui, ces résultats sont à relativiser. Ils sont non seulement à relativiser sur le plan fiscal, mais un autre point qui a été dénoncé par les grands patrons ces dernières semaines, c'est aussi la question des normes. Et le choc de simplification qui nous a été promis depuis tout ce temps, il n'a pas eu lieu. La France reste une énorme bureaucratie. Nous avons beaucoup d'agences gouvernementales qui produisent une très grande quantité de normes. Et en réalité, ceux qui s'en plaignent le plus, c'est pas tellement les grands patrons qui ont les moyens économiques via des juristes, via des comptables, de pouvoir affronter ces difficultés. En réalité, c'est les petites et moyennes entreprises qui sont les premières à en payer le prix. Donc non seulement sur le plan fiscal, on n'a pas été assez loin, mais le choc de simplification n'a pas eu lieu. Raphaël, pour terminer, je voudrais qu'on vienne avec vous sur les images des libérations des 3 derniers otages du Hamas, images qui ont beaucoup choqué. On en a parlé il y a quelques instants avec notre invité Pierre Lursac. Comment est-ce que vous les avez accueillis? Et est-ce que les références aux libérations des camps de la mort vous apparaissent également pertinentes pour comprendre ce calvaire? Alors,
Pour être tout à fait franc, j'ai spontanément, très spontanément, eu aussi cette image des camps. Vraiment de se dire, de personnes qui ressortent avec, qui sont la peau sur les os presque. Maintenant, est-ce que la comparaison est forcément la plus bienvenue? Même si moi aussi, je reconnais absolument que c'est l'image qui m'est venue spontanément. Bon, je ne sais pas à quel point, c'est-à-dire que la situation n'est pas la même, que ce soit le conflit, que ce soit le résultat, c'est-à-dire la guerre qui en a résulté. Bon, je ne sais pas à quel point c'est comparable. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je retiens de tout ça, qui me semble être le point beaucoup plus essentiel, en revanche, c'est la faillite du système international. C'est-à-dire que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit ce qu'on commence à apercevoir, c'est-à-dire des accointances entre le Hamas et l'UNRWA, notamment le fait que des otages auraient été hébergés, si je comprends bien, Mhm. dans des locaux de l'UNRWA. Humanitaires qui, par ailleurs, n'ont jamais rendu visite à ces otages, comme ça avait été évoqué dans un premier temps. Absolument, absolument. La Croix-Rouge a été dans une défaillance absolue. Lorsqu'ils disent, là, leur dernière déclaration, nous devons avoir accès aux otages pour connaître leur état de santé, mais ça fait plus d'1 an qu'on attend que la Croix-Rouge le fasse et qu'ils ne le font pas. Donc, ce que je retiens de tout ça, c'est une énorme faillite du système international. Et une faillite qui, si vous voulez, n'est pas corrélée au déroulé de la guerre. On peut commenter tout ce qui a trait à la proportionnalité de cette guerre, je suis le premier à le faire, mais ça n'a rien à voir avec le fait de savoir de quelle manière on peut faire en sorte que ces personnes qui sont des victimes puissent conserver leur dignité. Leur dignité n'a absolument pas été protégée par le droit international. Merci beaucoup Raphaël Amselloune d'avoir été avec nous. Je Merci rappelle à que vous vous. êtes journaliste indépendant et que vous intervenez tous les lundis dans le Grand Journal. Très bonne semaine, à lundi prochain. À vous aussi.